Les amis, bonjour et bienvenue sur un nouvel épisode de Morocars. Et aujourd'hui, ça va être de la Mecha Days. Donc tu restes accroché et tu vas voir, ça peut être intéressant. Allez, la suite. Donc je te disais aujourd'hui, je vais te parler d'un Range Rover SDV6. Le Range Rover, pas Vogue ni quoi que ce soit. On va tout de suite éclaircir un petit détail. Le grand Range Rover, ça s'appelle juste Range Rover. C'est ni Vogue, ni dynamique, ni quoi que ce soit. Je t'explique, vite fait, quelques secondes. Il y a le petit, qu'on appellera le Range Rover Evoque. Il y a le mid-size, qu'on appelle le Velar. Il y a le moyennement grand, qu'on appellera le Sport. Et il y a le Range Rover, qui lui a des finitions qui peuvent s'appeler soit Vogue, soit AB dynamique, soit AB plus dynamique, je sais pas quoi. Tu as compris. Ensuite, il y a la catégorie Land Rover. Ça, c'est des véhicules plus typés 4x4 off-road. D'accord? On est d'accord? Ça, je veux plus entendre parler du « Ah ouais, c'est le Vogue ». Ça répond. Ouais, tu dis de la merde, c'est le Vogue. De quoi? Tout le monde le sait. Attends, 2 secondes. Qu'est-ce que tu racontes comme connerie, toi? Je t'ai déjà dit de fermer ta gueule. Hein? Et de ne plus intervenir. Tu fais des montages, tu fermes ta gueule. Ouais, mais je peux donner mon avis quand même, on est en démocratie, non? Dégage. Non? Chieur celui-là. La suite. Alors, ici, on a affaire à un Range Rover AB dynamique, Mzama, modèle 2013, identifié en usine L405. Motorisation SDV6 de 294 chevaux. Putain, le foudre de guerre. Waouh. Non, je rigole. Mais il a quand même 3 tonnes à tirer, donc ouais, c'est correct. Théoriquement, c'est un gros bébé, de 3 tonnes comme je te dis. Il est l'héritier de ceux-là, qu'on appellera en l'occurrence la génération des Range Rover, comme je te l'ai expliqué il y a quelques secondes. Le classique, le tout premier, puis ensuite le P38, on appellera le P38A. D'ailleurs celui-là, je pourrais vous faire un détail de vidéo si ça vous intéresse. Il a été équipé d'un moteur BMW, ce qui va re-arriver par la suite. Mais bon, ça c'est l'histoire. Pour te parler du Range Rover, il faut que tu saches une chose, il y a 5 générations. Tout d'abord, le classique, de 70 à 96. Ensuite, la génération 2, le P38A, comme on l'appellera. Troisième génération, le L322, 2002-2012. Et quatrième génération, celle qui nous intéresse, le L405. Pour finir en beauté avec le tout dernier, qui fait le beau gosse aujourd'hui, qu'on appellera le L460, apparu en 2021. Et nous aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est le 4. Tu vas me dire, qu'est-ce qu'il a? Eh ben je vais te dire, c'est très simple, une grosse liste d'emmerdes, comme n'importe quel bac à merde qui se respecte. Non, je rigole, je te dis, c'est la voiture à mon pote. Vous me faites pas chier, vous arrêtez de me tirer sur ce territoire-là. J'adore les taquiner chez Range Rover. Alors, celui-là, c'est celui d'un pote, comme je t'ai dit, et il est venu me voir pour une boîte à vitesse. Enfin, pas pour une boîte à vitesse, mais pour un problème de boîte. Des fois elle saute, des fois elle claque, des fois elle bloque. Et donc, il est venu pour une vidange de boîte. Mais là, c'était la merde, tu vois. Parce que, je t'explique. Je sais pas comment te dire, mais quel est le génie de la canique qui s'occupait de ce bébé? Parce que lui, c'est un putain de sagouin. Et donc, tout le travail de merde qu'il a fait avant me retombe sur la gueule. C'est normal. Et je te rassure, le bus scolaire des enfants de mon pote, il a intérêt à repartir fissa, ni une ni deux, parce qu'il a une mission à accomplir. Les enfants vont pas aller à l'école et s'accompagner tout seuls, à pattes. Tu te doutes bien. Donc, réparation, mon gars. Et pour ça, il va falloir qu'on fasse une liste pour savoir quel est le problème. Et donc, la liste, tu verras. C'est ce qui suit. Je prends mes petits papiers, ouais. Ouais, faut bien faire des notes dans la vie. Donc, vidange de boîte pour à-coups et blocage. Découverte de fuite. Donc, fuite, tu répareras. Réfrigérant d'huile de boîte, tu changeras. Parce que, oui, j'avais oublié de te dire. Découverte de mayonnaise, tu as fait aussi. Donc, mayonnaise implique changement de réfrigérant d'huile de boîte. Très bien. Rinçage, tu feras, avant de tester, ce qui est logique. Puis refuite. Mais ça, on en reparlera plus tard, c'est une fuite d'eau. Caché sous le... comment dirais-je, sous les soubassements, tu auras des carters à nettoyer et à enlever parce qu'ils ont été gorgés d'huile. Et si tu veux pas que ça sente le brûlé au démarrage, tu as intérêt à les nettoyer. Diag, tu feras juste après. Bah oui, parce qu'un diagnostic, c'est nécessaire dans la vie pour savoir ce qui se passe à la base et si ton taf a été fait. Découverte de cylindres blocs. Mais là, franchement, à ce point-là, mon pote, il en a marre. Et ben, tu sais ce qu'il m'a dit sur les cylindres blocs? Qu'ils aillent bien niquer leur mère.
Donc les cylindres blocs, nique sa mère. Les vérins de capot, tu changeras. Ça par contre essentiel parce que c'est pas mon pote qui s'en occupe, là c'est le mécano et moi je tiens à ma tête. Et je peux t'assurer que le capot, vu la taille qu'il fait, malgré qu'il soit en aluminium, si tu mets pas les vérins de coffre, c'est la barre de fer que tu devras mettre parce que si tu tiens pas à ta tête, tu te la feras sauter. Zip zip. Comme une guillotine. Vu la taille du bordel, ça va pas traîner. Donc, vérin de capot à changer. Voilà, ça nous fait déjà une belle liste. Et puis bien sûr, je te ferai découvrir ce qui se passe et ce qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, réparation. Donc, trêve de bavardage, trêve de voix off, on attaque la canique. Allez, la suite. Alors que je t'explique ce que tu es en train de voir devant tes petits yeux ébahis. Ici, c'est moi et notre ami la Racine, que tu connais de l'épisode précédent si tu l'as vu, qui sommes en train de rechercher une fuite qui paraît obscure et dans une discussion existentielle à propos du fait est-ce qu'on devrait descendre la boîte ou pas la descendre. Et si on devait la descendre, comment faire? Là, la Racine me répond et me dit, tu sais, nous on n'a pas l'appareil pour contrôler. Bien sûr, il parle d'un truc qui existait dans les années 60 parce que la Racine, elle est pas toute jeune. Donc, on continue la recherche. Et en voyant que le carter est humide, on s'est rendu compte qu'il y avait une fuite au-delà de seulement la boîte. Et c'est là qu'on va en arriver à ce qui va suivre après, puisque tu verras qu'il ne s'agira pas seulement d'un seul refroidisseur, mais de 2 refroidisseurs. Spoiler alert. Donc, on cherche. Et à force de chercher, tu trouves. C'est là qu'on se rend compte que finalement la fuite vient de par-dessus. Et ne concerne pas le compartiment de la boîte, mais concerne le compartiment moteur. Ce qui impliquera bien sûr, après la fameuse vidange de boîte que tu vas voir, une enquête approfondie pour trouver d'où vient le problème. Et là, grand malheur que nous avions reçu à ce moment-là, c'est de trouver que le problème se posait sur une pièce qui est cachée au milieu du V. Et là, on va rigoler, tu vas voir. Bon, là, comme vous le constatez, on est obligé de sortir le réfrigérant de boîte avec de l'huile qui est dégueulasse dessus. Normalement, elle est censée être transparente, cette huile. Je vous montre. Hop, attendez. Hop. Tu vois? Là, regarde. Elle est censée être transparente. Regarde la gueule que ça a. Tu vois? Voilà. C'est dégueulasse, ignoble. Donc, on démonte. Attendez, je vais essayer de vous mettre là comme ça vous voyez. On démonte les 2 durites, une d'arrivée et une de retour. Hop, pour libérer le refroidisseur d'huile. Parce que lui aussi on va le changer. Il est tout neuf. En général il y a un boulon là. Et puis en face, attendez. En face c'est juste des accroches glissantes. Bon, il suffit de le rentrer de clipser. Regardez, vous voyez? Attendez, je vais vous mettre là et j'essaie de vous montrer. Voilà, je vais glisser ma main pour vous montrer. C'est là, tu vois? Regarde, il faut le désengager de là. Là encore, petite discussion existentielle sur la qualité des ampoules qui sont installées sur les baladeuses. Parce que mon cher Mustapha alias la Racine me disait que tu sais, à l'époque, les ampoules à fil incandescent, quand elles tombaient, elles étaient mortes. Je fais bah ouais, c'est normal, tu te doutes bien que maintenant avec la techno, je me suis dit je vais penser ramener des ampoules LED. Et c'est là que lui, bien sûr, dans sa grande candeur, me confirme, me dit ouais, t'as bien fait, parce que là, franchement, elles sont plus solides. Tu vois, une discussion existentielle de mécanos qui parlent de trucs totalement inutiles et totalement inintéressants, mais ô combien importants pour nous dans notre business et dans notre métier. Bon les amis, je vous explique, ça c'est le réfrigérant d'huile. Alors, vite fait comme ça vous savez. Regarde, la preuve qu'il y a, ça c'est une erreur. Faut pas qu'il y ait de l'eau normale dans un réfrigérant d'huile. En général c'est de l'antigel. Déjà ça, c'est à noter, surtout pour un véhicule de ce gabarit là. Et là je t'explique. Alors, les arrivées d'huile et les arrivées d'eau. Enfin, pour être plus précis, elle était montée comme ça. D'accord? Donc, arrivée d'eau, sortie d'eau, arrivée de l'huile, sortie d'huile. On est d'accord? Là, le circuit d'huile, il passe en dessous pour alimenter la boîte. Et ça, c'est le circuit d'eau pour refroidir l'huile qui passe. Il y a une sorte de plaque pour faire ce qu'on appelle de l'échange thermique. Voilà à quoi ça sert un réfrigérant d'huile. Au cas où tu savais pas. Maintenant, tu sais. Allez, à la suite. Là, tu me vois, moi et mon collègue, nous rendre compte que bad shit happens. Et en l'occurrence, c'est pas la bonne référence. Et là, tu nous vois en train d'analyser la pièce en la positionnant à sa place pour essayer de voir
Comment ça se fait que c'est pas la bonne? Eh bien il s'avère que c'est pas la bonne parce que c'est une version un peu différente dédiée à un autre modèle. Et où tu as ce genre de petits bitonio que je te montre là tout de suite à l'écran qui sont un peu plus longs. Donc automatiquement ça se pose pas. Et dans notre jargon, ce genre de petit raccord à haine comme ça à clipser, si ça fait pas le trac satisfaisant, qui veut dire qu'il s'est bien enquillé en place, ça veut dire que ça rentrera pas et ça tiendra pas. Donc, dommage. À changer. Et là, bien sûr, tu nous observes en train d'essayer comme des cons et en train de se motiver en se disant peut-être qu'on l'a pas bien installé, peut-être qu'il y a un truc, peut-être qu'il y a de la marge. Mais non, absolument pas. Et c'est là que ça devient littéralement embarrassant. Et tu te doutes bien que, bon, pour arrêter le dommage ici, on a décidé de se calmer et de se dire bon, c'est pas la bonne, c'est pas la bonne. Il va falloir retourner, malgré la circulation et la prise de tête, jusque chez le fournisseur de pièces. Mais comme c'était mon pote qui allait le faire, on lui a souhaité du courage et on a attendu, passiblement, jusqu'à ce que la pièce arrive. Bon là les amis, vous voyez, on a ouvert le carter d'huile pour essayer de laisser couler toute l'huile qu'il y a dedans. Tu vois la couleur de l'huile, elle est dégueulasse. Je vais te montrer, attends, bouge pas, tu vas comprendre. Là c'est pas grave, c'est de l'eau qui coule parce qu'on a enlevé le refroidisseur d'huile. Mais là regarde, tu vois la couleur de l'huile, normalement elle est censée être transparente. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on va laisser tout descendre, on va laisser le carter se vider, sachant pertinemment que même si tu as vidé le carter, il y en a pour pratiquement 6 litres, il va quand même en rester, parce qu'il en reste au moins 2 litres dans le convertisseur de couple. Et puis on va tomber le carter avec les vis Torx que tu vois ici. Je suis désolé, je suis en jeune, là je suis fin, donc c'est les vis Torx. Tu vois, on va tomber le carter et puis je te reprends pour la suite. Allez hop. Bon, je t'explique. Là, on vient de tomber le carter de la boîte. Enfin, le carter qui sera à la base un carter et un filtre. C'est du plastique, comme tu peux l'entendre. Alors là, il y a la partie carter jusqu'à cette profondeur. Et puis là, c'est la partie filtre. Tu vois. Et en général, le nouveau, il se vend intégré avec le filtre dedans. Je vais te le montrer quand on va l'installer. Maintenant, bouge pas. Je vais t'expliquer un peu ce qui se passe là. Là, ce que tu vois, c'est la boîte. Une fois, enfin, le mécatronique de la boîte. Et puis pour ceux qui me disent, il n'y a pas de vidange de boîte parce que Range Rover a dit. de ne pas faire de vidange de boîte. Attends, là on va se retourner comme ça on discute. Pour tous ceux qui me disent il n'y a pas de vidange de boîte, je vais vous expliquer. Il faudra arrêter vos conneries parce que je vais vous montrer, c'est pas Range Rover qui décide et encore moins les constructeurs. Je vais vous montrer à qui fabrique la boîte et qui décide de s'il faut faire une vidange ou pas. Et le fabricant te dit qu'il faut faire une vidange tous les 60 000. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Quittez pas, je vous reprends tout de suite au moment où on retourne la caméra. Allez hop. Bon, allez je t'explique. Vite fax. Tu vois, suis le mouvement. Tu vois là, regarde, qu'est-ce qu'il y a écrit? Putain, je vais me salir. Regarde, il y a écrit ZF. D'accord? Tu vois, c'est la marque de fabricant d'huile. Enfin, le fabricant de la boîte. C'est une ZF 8 HP. En général équipée sur les BMW X3, X4 et autres BMW de type 4x4. Tu vois ce que je veux dire? Et puis bien sûr, c'est équipé sur les véhicules qui font partie de la même du groupe JLR, puisqu'ils ont quasiment des mêmes moteurs. Donc voilà, le mécatronique exposé, on va le laisser s'égoutter un petit peu, le laisser sécher pour y foutre de la nouvelle huile. Et là tu vas pouvoir constater qu'il y a des solénoïdes qui sont responsables du passage de vitesse. Ceux-là ils ont intérêt à être en bon état. Voilà, au moment du remplissage d'huile, je vais te faire un appoint. Pas d'huile, d'information, tu comprends ce que je dis? Oui, bah, bien sûr. Allez, la suite. Donc je t'explique un peu ce qui se passe, comme tu as pu le constater. Une fois que je te reprends, je vais te faire un appoint d'information, pas d'huile. Tu te doutes bien, l'appoint d'huile, je vais le faire à la bagnole. Toi, je vais te faire un appoint d'information pour t'expliquer ce qu'on va faire sur la boîte, combien d'huile on va mettre dans la boîte et quelle est la procédure à suivre. Si tu as vu l'épisode sur le Touareg, tu sais qu'il y a une procédure. Parce que si tu la remplis bêtement et que tu te casses, ça va pas le faire. Donc procédure. Et puis je te reprends au moment de la procédure. Allez, à la suite. Là, je t'explique, on est en dessous du Range Rover, comme tu as dû le constater. On a fini par changer le refroidisseur d'huile, la pièce que je t'avais montré tout à l'heure, qui est juste là, enfin là. Là, on en a profité aussi pour fixer cette merde là, tu vois. C'est le commutateur qui est responsable de la wastegate, qui est censé supporter la wastegate. Je sais même pas pourquoi ils l'ont mis là, et je sais même pas ce qu'il fout là. Concrètement, on y a remis 2 boulons, tu sais. Non, attends, je te montre, putain de sa mère. Là, il n'y avait pas de boulon du tout, tu vois, il n'y en avait aucun. Ni celui-là. Regarde, ni celui-là, ni celui-là, d'accord. Donc, on n'est pas des chiens, on a mis des boulons pour que ça soit un peu plus solide et pour que ça fasse propre.
Maintenant, c'est quasiment 4h moins quart, donc tu te doutes bien, la vidange, elle va attendre demain. Parce qu'il nous a fallu beaucoup de temps pour aller trouver le refroidisseur d'huile. On a changé le refroidisseur parce que c'était pas la bonne taille. Donc j'ai envoyé mon gars, enfin j'ai envoyé mon client qui lui a ramené ses propres pièces, je l'ai envoyé chercher un refroidisseur d'huile. Ça lui a fait une balade et puis à la fin, il s'est bien fait chier, il a laissé la voiture à 300 mètres, il est venu à pied. Tu te doutes bien. Donc, je te disais, une fois que le refroidisseur c'est fait, attends, je te tourne la caméra comme ça tu vois. Tu vas voir, attends, 2 secondes, je vais te mettre un peu de lumière comme ça tu check. Tu vois le refroidisseur, tout neuf, brand new. Tu le vois? C'est la pièce là où il y a l'étiquette blanche. Là, on a installé, on a remis les arrivées d'huile à leur place et on a remis les arrivées d'eau. D'accord? Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est qu'on a réinstallé le carter, comme tu as pu le constater. Le carter est tout neuf. D'accord? Attends, je te mets la lumière là. Carter tout neuf, ok? Avec les boulons tout neufs, avec les vis toutes neuves. Hein. Tu mets pas les anciennes vis parce que c'est vendu avec, tu prends la peine. Et puis ensuite, on va venir se plugger là pour faire le remplissage. Donc je te reprends la suite au moment du remplissage. Allez tchuss, moi je me casse, ça y est, c'est bon. C'est l'heure de la sieste. Voilà mon kiki, là c'est toute la partie avant vidange et mise à point d'huile. Donc là je vais rentrer chez moi me reposer parce que là ça y est, c'est bon, hein. Ça fait depuis 9h qu'on est en train de cavaler. Il est quoi? Il est 4h de l'après-midi. Tu te doutes bien, on est en train de jeûner, c'est le mois de Ramadan, il faut bouffer. Et là je commence à, ça y est, la pile commence à dire de la merde et à plus savoir où je suis. Donc la suite, après la bouffe. Demain. Allez, la suite. Comme tu le vois, on a été obligé de changer les fameuses pièces et on a fait une installation de carter. On va faire tout ce qu'il faut avec de nouvelles ampoules. Et on va installer bien sûr le nouveau système. Tu te doutes bien que ça doit être fait correctement. Si c'est pas fait correctement, tu ne pourras pas avoir de résultats corrects. Donc on a changé les boulons, on a changé le carter, on a changé le filtre qui va avec. Et on a aussi fait, on va faire une vidange d'huile pour que ça soit bien propre, bien clean. Tu te doutes bien qu'il faut que ça soit bien fait. Donc, la suite. Je te montrerai ce qui se passe dans la suite. Maintenant, tu te doutes bien qu'une fois que c'est fait, il va falloir faire les choses correctement. Donc, mettre de l'huile, faire l'apport, mettre le diagnostic, brancher le diagnostic pour savoir si c'est bon. Et une fois que si c'est bon, on peut savoir si on doit rajouter de l'huile ou en diminuer. Là, la procédure sera faite et il nous restera une procédure de rinçage. On va rincer le véhicule pour être sûr et certain que l'huile est de bonne qualité. Et que, bien sûr, ça a eu le résultat escompté et que la boîte ne traîne plus au moment des passages des rapports. C'est le but. Donc sur un vieux coucou comme celui-là, je vais être gentil parce que c'est quand même le 4x4 à mon pote, mais sur un vieux coucou comme celui-là, en général, il faut faire ce genre de travaux. Sachant personnellement que vite fait, si tu t'en occupes pas, ça devient un vrai vieux tas de merde. Donc vaut mieux faire les choses bien. Maintenant, petit détail technique duquel je voulais vous parler. Comme ça, tu sais qu'on a pris le temps de checker la bagnole. Je t'explique. Ça, c'est un questionnement pour les frérots de chez ProWeld. On sait qu'on est sur un SD V6, hein, c'est un V6. Donc il y a une descente qui arrive de là, d'accord? Il y a une autre descente qui arrive de là, ok? On est d'accord? Mais par contre, je me pose la question, ce branchement là, c'est à vous de me dire ProWeld si c'est du bon ou pas, mais parce que là c'est pris en 90. Hein. Est-ce que c'est vraiment une bonne chose d'être pris comme ça en 90? Je sais pas, peut-être qu'ils n'ont pas eu la place, ou personnellement j'aurais passé un autre collecteur par là, tu vois. Regarde la place qu'il y a, tu vois, il y a toute la place pour passer le collecteur et les faire se rejoindre ici, quoi. Et les faire se rejoindre là, quoi. Je vois pas pourquoi ils nous ont fait ça, mais bon. Voilà, ça, mystère et boule de gomme. Donc la suite. Allez, tu vas voir ce qui se passe dans la suite. Tu te doutes bien aussi, on va prendre le temps de nettoyer le carter. Il y a de la mayonnaise dessus, tu vois. Il y a du gras, il y a des années d'huile qui sont brûlées là-dessus. Et il y a aussi de, comment dirais-je, il y a aussi de l'eau. Ça te fait une sorte de savant mélange mayonnétique. Tu vois, je sais même pas si le terme est juste. Donc celui-là aussi, il va partir au nettoyage avant de le réinstaller pour faire un truc propre. Tu vois, tu vas pas faire un travail de sagouin. Il faut que ça soit nickel. Aussi, un autre détail que j'ai oublié de te montrer. Et ça aussi, je vais en parler à mon client. Attends, bouge pas, je vais te mettre de la lumière comme ça, tu vois ça. Voilà. Tu vois le pneu là? Regarde. Là. Tu as vu? Le pneu, il a pris cher. Ça doit être un impact sur un trou. Ou bien comment dirais-je? Un passage sur une différence. J'enlève le cliquet de merde. Une différence de revêtement. Dans ce cas-là, c'est soit tu changes le pneu qui coûte une blinde, soit tu vas aller mettre une rustine, mais une rustine à chaud. C'est-à-dire que le pneu doit être démonté et poser une rustine à chaud depuis l'intérieur pour que ça soit bien clean. Maintenant, une fois qu'on aura fait ça, on sera obligé de passer à la suspension, mais ça vous le verrez plus tard. On va essayer éventuellement de changer ces bras-là parce que, regarde, je vais te montrer. Tu vois là, la gomme, elle est complètement vrillée. Et en plus, elle est complètement entamée et en plus, elle est déchirée. Donc ça doit faire un bruit de claquement horrible au moment de descendre et de monter
dans les garages et autres trottoirs, etc. Parce que ce 4x4 il n'a pas dû voir de piste. À part, je crois que le truc le plus haut qu'il ait déjà vu dans sa life, c'est un trottoir. Donc, à changer. Donc, là, remplissage d'huile. Tu vas y aller avec la pompe. Soit tu l'as fait à la pompe manuelle, soit tu l'as fait avec les bouteilles préfournies, soit tu l'as fait avec une pompe électrique Zama si c'est fancy et que tu as un garage de luxe. Tu as compris, tu y mets 7 litres. Les amis, on est à bord du Range Rover. On a fait la pointe d'huile et puis on a mis 6 litres. À peu près, et quelques pétouilles. Là on va passer la procédure de passage des rapports et puis on va normalement faire comme je vous avais montré sur d'autres véhicules. Bon, il y a quelques différences qui sont sensibles de véhicule à véhicule, mais globalement ça va se faire de la même manière. On va attendre que l'huile arrive à 45 degrés Celsius. Là on est à 82,4. Rassurez-vous, c'est des Fahrenheit, donc automatiquement il faudra faire la translation, c'est 113 degrés Fahrenheit pour 45 degrés Celsius. Et puis une fois qu'elle arrive à température, on va passer tous les rapports. On va mettre le R, le L, le D, le S. On va essayer de faire fonctionner les palettes et voir ce que ça va donner. Comme ça, on pourra réouvrir et déterminer s'il y a un manque d'huile ou s'il faut laisser couler un petit peu. Ça, c'est comme la méthode que je vous ai montré. Tu ouvres, tu laisses couler, puis le filet d'huile, tant qu'il est connecté, tu laisses couler. Une fois que c'est des petites coupures, des petites gouttes, tac, 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 là tu peux fermer directement. Et puis à ce moment-là, on pourra enclencher un test. Je vous tiens au courant dans la suite. Allez, la suite. Bon, là les amis, vous voyez ce que j'étais en train de vous dire il y a quelques secondes. On a branché le diag, on a démarré la voiture. Là, on a mis le compteur de surchauffage de liquide de transmission pour voir s'il a déjà surchauffé ou pas. Là, la position de la pédale d'accélérateur parce qu'on va en avoir besoin avec celle de la pédale de frein pour activer les solénoïdes, pardon. La pression barométrique absolue, là en PSI, et la température d'huile de la transmission faut faire attention, c'est en Fahrenheit. Donc on doit attendre 45 degrés, soit deux têtes 113 degrés Fahrenheit. Oui, voilà, c'est ça, 113 degrés pour pouvoir actionner les rapports. Allez, tant qu'on y est, je vais vous donner mon opinion sur ce Range Rover, ou du moins ce qu'on appelle le Range Rover, parce que bon, comme vous le savez, on va éliminer tout de suite une idée. Il y a l'Evoque, le petit, qu'on appellera le Range Rover Evoque. Il y a le Velar, qui est celui de médian, d'accord. Il y a le Range Rover Sport, qui est le relativement gros. Et il y a le Range Rover, tout simplement. Ne l'appelez pas Vogue, il s'appelle pas Vogue, il s'appelle juste Range Rover. Vogue est une finition. Il y a Vogue, autobiographie, SE, habit dynamique, mais c'est Range Rover. Sans parler de la lignée des Land Rover. Eux, il y aura des Discovery 2, etc. C'est d'autres véhicules destinés à un peu plus de baroudage, dont le Defender qui lui est un Land Rover. Là, on est sur du Range Rover, c'est un peu premium Zama. Te l'ai expliqué, tu te doutes bien. Tu veux mon avis sur ce véhicule? Écoute, quand c'est neuf, c'est magnifique, c'est beau, c'est stylé. Là, tu remarques double toit panoramique. Attends, bouge pas. Cuir pleine fleur étendue. Regarde-moi ça. C'est mou, les accoudoirs, c'est propre, c'est beau, c'est stylé. On est d'accord, surtout celui-là, il est en finition biton, beige et chocolat. Sympathique. Mais une fois que ça vieillit, ça devient un tas de merde, quoi, tu vois. Bonjour. Donc, je te disais, là c'est juste mon collègue qui est venu me taquiner un peu, on rigolait un petit peu. Je te disais, globalement, c'est bien, mais je vais t'expliquer. C'est full électrique, comme je t'ai dit, beaucoup d'espace. Moi j'aime bien m'amuser avec mes potes qui ont des Range Rover comme ça. Je leur dis qu'ils ont acheté un corbillard, tu sais, comme les vieilles Cadillac qui transportent des morts. Mais bon, c'est des bonnes voitures, donc je vais te faire le tour d'horizon rapide du cockpit et un peu de l'intérieur de la voiture, au cas où tu l'aurais jamais vu. Allez, on va se faire ça rapidos tant qu'on est là, parce que moi je suis bloqué dans la voiture, le pont est surélevé. Regarde, tu vas voir. Le pont est surélevé. Moi je suis dans la caisse pour attendre de faire la procédure, donc on va te faire une petite présentation de la caisse si tu l'as jamais vue. Allez hop. Bon, on part du poste de pilotage. Tu dois bien, regarde. Attends, je vais te faire un petit dézoom là. Regarde-moi ce volant. C'est beau ça, hein. C'est tout cuir, c'est propre, c'est stylé. Là, le gros badge, le gros blason carré de Range Rover. Là, c'est des touches captives, hein. Tu n'as pas besoin d'appuyer. C'est juste... ah, quoi que, si. Non. Alors ça, c'est peut-être sur le Velar qu'ils ont mis des touches captives. Mais ça, c'est des touches où tu appuies vraiment. Mais regarde, tu sais quand ça commence à vieillir. Regarde. Tu vois là, le cuir, il commence à craqueler. Tu vois, c'est ça qui est chiant. Là, bon, le tableau de bord digital, hein, comme
les trucs du moment là, hein, tu te doutes bien. Là, on est sur l'instrumentation de la première version et celui-là, c'est pas celui qui a été restylé. Donc, oui, c'est pas top top, c'est pas foufou. C'est pas foufou la vérité. Ça aurait pu être mieux, quoi, tu vois. Ça aurait pu être vraiment mieux. Attends, qu'est-ce de quoi je dois te parler? Oui, je vais juste cacher la photo des enfants de mon pote là, comme ça tu les checkes pas. Et, les aérateurs d'air, bon, très standard, très classique. Là, les boutons pour les vitres. Déjà là, tu vois, celui-là, il est plus à fleur, tu sais. Celui-là, il commence à montrer des signes de fatigue. Bon, là, le cuir de la portière est superbe. Ce que j'aime bien aussi, ouais, j'aime bien ça. Regarde, je vais te montrer ça. Là, j'espère qu'il n'y a rien de privé chez mon pote. Là, c'est un cache, tu sais, une sorte de cache qui s'ouvre en bois avec une ronce de noyer, machin, comme dit Boiserie. Et là, un peu de chrome, c'est pas mal, j'aime bien. Bien sûr, siège à mémoire. Là, le feuille de porte Range Rover classique. Mon pote a eu la présence d'esprit de mettre un deuxième tapis parce qu'on est en pleine pluie, mais tu vois bien, là, c'est de la moquette sympathique, bien proprette. Alors là, frein de parking. Là, mode de suspension et de conduite pour la haute. Non, pardon, pas mode de conduite, c'est l'anti-patinage, le cruise et le verrouillage de hauteur de caisse. Là, la boîte auto. Enfin, non. Oh là là, je suis fatigué moi pendant Ramadan. C'est le truc auto là. De gestion de la stabilité. Là, si tu veux choisir, et cette molette là, contrairement au Tiguan, elle tourne. Là, si tu veux choisir là, le mode descente, mode normal, mode neige. Attends, je regarde en même temps que toi parce que je connais pas le truc par cœur. Mode forêt ou mud, ou plutôt comment on dit, putain, oh là là, boue. Le mode cactus si tu es dans le désert ou si tu es aux États-Unis. Zama. Ça c'est le mode trottoir, mais gros trottoir, hein. Ça c'est le mode très très gros trottoir. Non, je rigole, ça c'est le mode croisement de pont, attention, hein. Et ça c'est vraiment le mode montagne, hein. Ça veut dire, il y a quoi dessus? Ouais, c'est des rapports longs, donc oui, faire gaffe. Quoi d'autre? Là on attend encore, on n'y est pas encore, hein. C'est 113 degrés qu'on cherche. Attends, je vais juste déplacer ça. Là c'est toute la clim que tu vois. Tu vois, bien sûr, le truc de clim, machin. Là, boîte à gants, ce qui est bien, c'est que tu en as une en haut, une en bas. Mais bon, je crois que le bouton fonctionne pas ou il est verrouillé. C'est la boîte à gants de mon pote. Là, c'est tac. Regarde, là, c'est le petit truc coulissant. C'est propre, c'est sympathique, c'est joli. C'est du bois, c'est stylé. Le café qui doit dater de 15 jours. Parce que là, on est en plein Ramadan. Bon. Défaut d'allume-cigare, ça c'est classique sur les ranges. Le joli cendrier range, ça j'aime bien. Moi je suis fumeur, j'aime bien le cendrier range. La clé, bon, la clé, tout ce qui est le plus commun pour Range Rover, hein. Pas vraiment, c'est pas un truc particulier. Et puis bon, siège cuir, machin, je te montre l'arrière un petit peu vite fait, tu vois, c'est spacieux, il y a de l'espace, ça c'est une version 5 places, pas 7 places. Voilà, grosso modo ce qu'il y avait à dire sur l'intérieur du Range Rover. Je sais même pas, celui-là, si on est sur un L405 SDV6 3 litres, mais la finition, je saurais pas te dire, mon frérot. Je crois que ça doit être du dynamique ou AB dynamique ou connerie du genre. Je demanderai à mon pote et je te le dirai enfin je te le dirai. Je te mettrai ça sur l'info dans la vidéo. Là, la clim, tu sais, gestion de la clim à l'arrière et les fameux accoudoirs, tu sais, qui sont réglables avec des molettes, typiques de chez Land Rover. Mais bon, c'est bien. Voilà, on aura fait le tour un peu de ce qui se passe. Ah si, pardon, j'ai oublié de te dire, là c'est le truc pour le cruise control, là c'est le volant, la gestion des menus. Là, commodo pour les feux et les clignotants. Commodo essuie-glace et palette au volant, qu'on va d'ailleurs tester. Voilà, j'espère que ce petit tour t'aura fait plaisir. Ah oui, il y a la musique méridienne, hein. Tiens, regarde. Ça bouge pas. Musique méridienne, ça vient. Ouais, c'est joli. Voilà, donc je te montre ça tout à l'heure, une fois qu'on a fini le process. Tu vas me dire quelles sont les différences avec le nouveau range. Alors je t'explique, le nouveau range, il a un écran qui va... Celui-là, regarde. Je peux mettre... Tiens, il y a une sorte de bourrelet là, tu vois. Le nouveau range, c'est tout l'écran qui prend là, plus une autre tablette là. Donc là, tu as un écran qui va aller s'incliner légèrement pour que tu puisses taper dessus. Et là, tu vas avoir une tablette, comme ça, comme à la place de la mienne là. Comme à la place de la mienne, au lieu de ces boutons là.
Sinon le levier de vitesse qui va changer aussi un peu parce qu'apparemment ce levier posait problème, enfin ce sélecteur, pas un levier, c'est même plus un levier, c'est un sélecteur, finissait par poser problème chez le groupe Jaguar Land Rover. Des fois il bloque, des fois il monte pas. J'ai eu ce problème sur des Jaguars d'ailleurs, peut-être que je vais vous faire un épisode Jaguar pour vous parler de ce qui s'est passé sur l'histoire Jaguar. Mais là franchement j'arrive pas, tu sais, avec le rythme Ramadan. Comme un con, je vous étais en caméra face. Je me disais que j'allais faire peut-être un épisode Jaguar. Mais l'épisode Jaguar, mon kiki, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Là on est en plein Ramadan, je bosse la journée. Ensuite le soir, il faut bouffer, sortir voir les potes, prendre un café. Faire du montage, c'est pas facile. Oui, je sais que sur cette vidéo là je suis surexposé, je sais même pas pourquoi il y a une lumière quelque part. Attends, bouge pas. Donc je vous disais, attends, là c'est meilleur. Je vous disais que vu la fatigue et tout, c'est pas très évident de faire du montage et faire tout ce qui va avec. Donc soyez indulgents, soyez patients et puis bon, voilà quoi. Désolé quoi. Ah oui, faut me faire des commentaires et me dire comment vous avez trouvé l'épisode du Tiguan. Sympathique, ça change. Ah, on est à 100,4 degrés Fahrenheit. On attend les 113 degrés Fahrenheit pour un équivalent 45 degrés Celsius. Et après on commence à passer les rapports. Allez, je te reprends dans quelques minutes. Donc, là que je t'explique ce qui se passe avec ce moteur SDV6. Déjà c'est un moteur hyper compliqué, avec une architecture un peu chiante. C'est pas un foudre de guerre. Et en plus c'est chiant à faire. Je t'explique grosso modo. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a une fuite à ce niveau-là. Ça, c'est le support de filtre, avec le refroidisseur qui lui est collé au cul. Ils ont trouvé la brillante idée de te mettre le refroidisseur et le bloc filtre à huile au milieu du V, c'est-à-dire à l'intérieur du V. Le V, il est comme ça, le truc est au milieu. Tu vois, ça c'est le banc 1, le banc 2. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'au début, pour essayer de le sortir, tu vois bien que le papillon, il est monté comme ça, tu vois, en Y. Première idée, on s'est dit qu'il fallait tomber le moteur. Mais tu vas tomber le moteur et tomber la boîte. Sur un truc comme ça, il faut tomber le moteur et la boîte et lever la carrosserie en haut. C'est un peu chiant. Bon, on s'est rendu compte que le G-collecteur avait des joints toriques. Donc automatiquement, comme c'est un truc en Y, il a fallu. Tu vois, je te le mets à sa position. Il a fallu le lever pour qu'il sorte. Tu vois, c'était un effet de levier. J'espère qu'ils l'ont pensé comme ça, parce que si la personne ne se rend pas compte, tu te retrouves baisé à descendre le moteur. Maintenant, tu vas constater. Attends, je vais me munir de ça, comme ça, 2 secondes. Comme ça, tu comprends ce qui se passe. Là, c'est le bloc refroidisseur. Comme ça, je me salis pas les mains. Regarde, là, on n'arrive pas à le sortir. Tu vois. Au niveau de le sortir, attends, je vais te mettre de la lumière, comme ça, tu vas mieux comprendre. Au moment de te le sortir, tu vois, il y a les 2 conduits là. Celui-là, attends, celui-là et celui-là. Les 2 conduits qui le bloquent. Lui, il est circulaire, rond. Tu vas me dire pourquoi tu n'as pas essayé par l'arrière, je te montre. C'est plus compliqué par l'arrière. Donc le seul moyen, c'est là. Maintenant, ce qu'on s'est dit, l'idéal c'est quoi? C'est qu'on va essayer de... Attends, je vais juste en poser la lumière comme ça. On va essayer de soulever un peu le cache-culasse, là. Et on va essayer d'ouvrir aussi tout ce qui est à l'avant, là, dans cette partie-là, pour ouvrir le cache distribution, qui est un cache en plastique qui cache des tendeurs et des courroies. Une fois que lui il sera sorti, ça va nous libérer ce petit espace, tiens regarde, tout petit espace là, pour pouvoir sortir ça. Et puis après on va attaquer le problème de la fuite. Mais globalement tu vois c'est très gras, donc ça doit venir de là. Je te montre ça quand ça avance. Et je te raconte la suite dans la suite. Tu vois, c'est de ça que je te parle. Là, tu le vois. Ça, il va falloir s'en occuper. Une fois qu'on l'a enlevé, tu vas voir la suite. Il y a une grosse fuite d'huile qui fait perdre pratiquement 1 à 2 litres. Donc on va essayer de régler le problème pour que ça n'arrive plus. Heureusement qu'on n'est pas obligé de tomber le moteur. Franchement, on n'en avait jamais ouvert des moteurs comme ça, SDV6. Donc voilà, je vous mets la vidéo, ça peut profiter à tout le monde. Et bon, tous ceux qui ont des infos sur le SDV6, n'hésitez pas à faire des vidéos aussi, ça peut servir. Hein. Déjà que c'est un moteur chiant et compliqué à faire, donc voilà quoi.
Tu te doutes bien, on a dû démonter bien sûr plein de parties mécaniques. Je vais te montrer un petit peu ce qui se passe. On a dû démonter le collecteur de, on a dû démonter le papillon de gaz. On a dû démonter, la pièce qui va vers pour récupérer les vapeurs vers le canister. On a démonté, comme je te l'ai expliqué, le papillon de gaz qui est anormalement grand et long avec tout ce qui va avec. Là, on va faire un peu d'espace en libérant, tu sais, toutes ces durites là. On va aussi essayer de désengager le circuit de carburant pour pouvoir enlever toutes ces merdes qu'il y a là, pour enfin arriver à cette maudite pièce. J'ai envie de dire un truc. Attends, je vais faire un coup de gueule là. Oh, petit message d'ingénieur à ingénieur. Attends, je vais juste me mettre hors opposition de lumière. Je te disais petit message d'ingénieur à ingénieur. Les gars, franchement, quand vous concevez un moteur, essayez de ne pas foutre des trucs au milieu du V, tu sais. C'est totalement stupide et contre-productif. Je sais, ça économise de l'espace, mais ça nous fait chier après quand on doit bosser sur les voitures. Moi, je suis à la fois ingénieur et mécanicien, je vous le dis. Je sais ce que vivent les mécanos. Et ça, ce truc-là, c'est vraiment chiant. Pourquoi tu vas foutre une pièce qui doit être des fois entretenue entre deux pièces qui sont plus compliquées à sortir? Tu vois, c'est un peu chiant. Donc, essayez de penser aux autres. Je sais, c'est pour ne pas laisser de clients trifouiller la bagnole et pour vous faire plus de chiffres une fois que vous l'avez vendue. Mais bon, il y a des clients qui... Tu vois, on est un peu équipé, tu vois, on a un peu un garage, quoi. Pas de raison que j'emmène la voiture chez toi, surtout que maintenant, elle a quasiment 10 ans, la bagnole. Pas de raison que tu me factures 10 000 € pour faire un truc simple. Donc, évitez de mettre dorénavant des trucs au milieu du V. Comme BMW, là, dernièrement, ils ont mis un turbo et un intercooler au milieu du V. Tu crois que c'est intelligent, ça? Non, faites pas ça. Faut arrêter tout de suite. Donc, je vous reprends dans la suite. Je commence à fatiguer, moi, déjà, pour une fin de semaine ramadanesque. Wow, comme quoi, la bouffe, ça joue. Hein. Allez, la suite. Allez, la suite. Désolé pour le bruit du compresseur, il faut bien un compresseur dans un garage. Alors je t'explique, on a démonté aussi les barres de renfort. Oui, je sais. Je sais que vous avez tous vu ça. Le Magic Stick, c'est ce qu'on appelle le Magic Stick. Ça c'est pour tenir le capot. Capot en aluminium, mais lourd quand même. Tu vas me dire, c'est pas stylé pour un range. Ouais, c'est pas stylé, mais nous on tient à nos têtes. Tu vois, on tient à nos têtes, on veut pas les perdre. Donc puisque les vérins là, attends, tu vois. Puisque les vérins de capot ils sont baisés, qu'il va falloir les changer, on a mis ça entre temps pour pouvoir bosser sur la voiture et pour éviter de se faire couper la tête net. Alright? Donc voilà, tu as compris d'où vient le Magic Stick. Ça tu connais, hein, un gros tournevis là, qui peut servir pour plusieurs choses. Tu vois? Là en l'occurrence les durites qu'on a démontées. Les durites bien merdiques. Attends, je vais même te montrer un truc sympa. Tiens, regarde. Le problème avec ces durites d'eau, quand tu y fous de l'eau normale, voilà ce qui se passe. Je te montre. Tu vois? Attends, c'est que je vais t'accrocher, saloperie. Tu vois? Là. Attends, je vais même te mettre un petit coup de flash là. Alors tu la vois, elle, regarde, déjà là elle est corrodée. Et là en bas pour essayer de la sortir même quand tu enlèves la vis. Parce qu'il y a une vis qui la tient. Faut pas essayer de forcer parce que sinon tu risques de la baiser. Bien évidemment, tu te doutes bien, regarde. Ici on a dénudé les... Tu vois bien que les injecteurs sont à l'air libre. Donc ça implique que tout le circuit de carburant a été levé pour pouvoir accéder à tout ce bordel. Et bien sûr tu as du câblage qui est accroché directement au cache-culasse en plastique magnifique. Donc oui, à vouloir faire des trucs trop encastrés et tout compact, ça devient chiant à faire. Allez, je te reprends dans la suite pour t'expliquer comment ça évolue. Finalement, on était parti sur une petite vidange de boîte toute simple, on s'est retrouvé avec une grosse réparation. Si vous avez des grosses voitures comme ça, comme le fameux Range là, entretenez-les bien, parce que ça devient une tannée après. Si vous les entretenez pas bien, ça devient une tannée après à faire. Donc... vaut mieux régler un petit problème de quelques centaines de dirhams ou quelques milliers de dirhams rapidement que se retrouver avec une merde innommable à plusieurs dizaines de milliers de dirhams pour sauver un véhicule qui, allez,
doit pas valoir beaucoup plus que ça, quoi. Non, non, je rigole, c'est quand même des véhicules à 400 000 balles. Mais voilà, quoi, c'est quand même chiant à faire. Je te reprends dans la suite, allez à la suite. Donc, comme je te le dis, une fois que tu te retrouves avec de la mayo, elle est pas bonne à mettre dans la salade, celle-là. Donc, tu vas éviter, si tu tiens à la vie. Mais par contre, elle est pas bonne non plus pour être dans ton moteur. Parce qu'en général, it's clogging, si tu connais le terme. Donc, nettoyage. C'est nettoyage, rinçage et tout le bordel. Donc ça va impliquer radiateur, etc. Circuit d'huile et tout. Ouais, ça va être bien chiant. Mais bon, c'est mon pote. Il m'a dit de lui sauver la bagnole. Bah, je suis obligé, j'ai pas le choix. Je peux pas l'envoyer ailleurs, ça va pas ou quoi? Je peux pas le laisser aller chez un étranger s'occuper de mon pote. Donc, voilà. La suite. Salut. Là, c'est la voix off. Je t'explique. Je prends le relais pour tout simplement t'expliquer ce que ce connard a oublié de te dire vu qu'il avait coupé son micro. Là, c'est les joints que tu vois, les joints du refroidisseur d'huile. Je vais te le montrer plus tard, c'est celui qui était accroché au cul du filtre à huile. Et tu vois dans quel état ils sont, aplatis avec de la colle Renzoil qui n'est pas à sa place. Et il y en a quelques-uns qu'on peut sauver parce que de toute façon on est obligé, on les a pas trouvés. Par contre, celui qui est en forme de spaghetti, celui-là, on devra automatiquement le changer. Là, je reprends le relais encore une fois pour t'épargner une discussion existentielle entre moi et mon mécanicien qui étions en train de discuter de la qualité d'un tel ou tel autre fournisseur concernant des durites et autres spécifications de consommables dues à certains moteurs. Tu te doutes bien, très intéressant, donc le relais. Me revoilà encore pour cette fois-ci te commenter une séance ASMR et surtout compenser un gros bruit de garage et un gros bruit d'outils, plus mes collègues qui sont en train de parler comme des porcs au fond du garage, donc tu entends leur belle voix, ainsi que la voix du compresseur. Et tu en profiteras pour voir cette séance ASMR où tu vois des parties qui sont censées être propres, redevenir propres comme elles devaient l'être à la sortie de l'usine pour être réinstallées sur la voiture, qui lui donneront un meilleur souffle et une meilleure réponse à l'accélérateur puisqu'ici il s'agit du corps du papillon. Voilà. J'espère que tout ça, tu trouveras ça instructif. Et puis en fait, c'est assez sympa de voir des pièces qui sont censées être remontées propres, être remontées finalement propres. C'est quand même cool. Moi personnellement, je sais pas ce que toi tu en penses, tu me le diras en commentaire, mais moi j'aime bien. Et franchement, je pense bien investir dans des outils de nettoyage qui seront encore plus sympathiques pour récupérer des états de surface nickel. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre? Voilà, tu revois qu'une fois remonté, on voit la couleur du capteur alors qu'avant on le voyait même pas. Ça permet d'avoir une meilleure retour d'information au niveau des calculateurs et surtout une meilleure réponse moteur vu que le calculateur a besoin crucialement de ces informations pour pouvoir réfléchir et répondre correctement aux situations de la vie quotidienne quand tu utilises la voiture. Allez, hop, face cam, ciao. Là, comme tu vas le constater mon cher ami, on est à bord du Range Rover. Il marche, tu te doutes bien que mon travail je l'ai fait. Oui, il marche. C'est bien, c'est correct, la boîte se comporte de mieux en mieux maintenant qu'on a fait la vidange. Je vais te montrer autre chose que ma face, comme ça tu vois un peu le tableau de bord du véhicule en train de rouler. Et puis voilà quoi, tu me diras ce que tu en penses en commentaire. Allez, la suite. Ah ouais putain, il faut que je coupe la musique sinon on va être striké bordel. Ah ouais, j'avais complètement zappé ça. Donc, comme tu peux le constater, le véhicule se comporte relativement bien. Le sélecteur fait encore un petit bruit, mais bon, ça c'est normal. Les sélecteurs chez Jaguar Land Rover, c'est de la merde. C'est ces sélecteurs-là que tu vois, c'est de la merde. Mais globalement, la voiture est bonne. La voiture se comporte bien. Maintenant, on va voir si mon pote... Je te disais, maintenant, on va voir si mon pote, qu'est-ce qu'il décide. Est-ce qu'il veut la garder? Est-ce qu'il veut la vendre? En tout cas, je te fais rouler un petit peu, comme ça tu check. Voilà, bon, un petit truc d'airbag, ça c'est rien, c'est juste on l'a déconnecté, c'est pas grave. Tu vois, c'est sobre, c'est confortable, ça a un train de roulage statutaire. Je te disais, ça a un train de roulage statutaire. Par contre, ce que j'aime pas sur ces voitures, c'est que ça se dandine, c'est gros, ça va de côté en côté. C'est bon, il faut aimer ce genre de caisse pour pouvoir rouler sur ça. C'est un choix de vie. Après, bon, moi je suis pas très fan. Je préférais de loin un Porsche Cayenne, quoi, tu vois. Mais bon, c'est des goûts et des couleurs. Voilà, pour te faire une fin de vidéo correcte et faire un petit résumé, to sum up comme ils disent les Américains, on va faire la chose suivante. Globalement ça s'est bien passé, le range marche. On a découvert par la suite qu'il y avait une petite fuite d'eau, mais ça c'était juste une petite durite qui arrivait du radiateur au vase d'expansion. Ça ne méritait même pas de figurer dans une vidéo, je pense que tout le monde sait faire. Maintenant, dernière chose, je vous laisse sur des petites images pour vous faire référence à quelques petites anecdotes qui vont peut-être vous plaire à propos de range. Et si ça vous motive, vous me le dites en commentaire, je vous ferai un épisode sur Range Rover. Alors, tout d'abord, je vais vous mettre les images de l'ancien Range Rover classique, le tout premier, qui est sorti dans les années 70. Et là, tu vas voir que, oui, il est sorti en coupé 2 portes. Putain, ça doit être génial. Ça doit être génial. T'imagines un 4x4 de cette taille en coupé 2 portes, mais c'était pour un usage particulier et c'était
d'après les légendes que la reine avait commandité, la reine d'Angleterre, j'entends bien, avait commandité une version spécifique pour la chasse. Aussi, tu vas voir aussi des images de mode du tout dernier Range Rover, enfin l'avant-dernier, dans une finition que tu as peut-être déjà vue. Et ça, je vais te rassurer, pour tous ceux qui croient que Sa Majesté le Roi roule sur un Land Rover normal, détrompez-vous. Non, ça se passe pas comme ça. Lui, il roule sur un Overfinch. D'accord? C'est ce qu'on appelle des prépas pour les têtes couronnées. Donc, je vous montre des images du Overfinch, comme ça, dorénavant, vous sauriez faire la distinction. Même si de l'extérieur, il a l'air simple, ce n'est pas le cas. En général, c'est des voitures qui sont lourdement modifiées ou qui sont ce qu'on appelle des finitions guard, pour la protection des personnes et des VIP. Voilà. J'espère que ce petit épisode, enfin petit non, vous avez fait déjà 45 minutes, vous aura plu. Et puis, si ça vous plaît, vous me le dites en commentaire et je vous en ferai d'autres. J'espère que tout se passera bien pour vous et je vous embrasse là où vous êtes sur la planète et je vous dis tchuss!